Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur DaVinci Resolve. Je vois que mes 4 premiers tutoriels vous ont beaucoup plu. Pour ceux qui arrivent, on a déjà quand même pas mal parlé en détail de l'espace montage et étalonnage. Et aujourd'hui on va parler de l'inspecteur. Alors l'inspecteur, tu vas le voir, c'est une page qu'il y a dans à peu près tous les onglets de DaVinci Resolve, que ça soit dans l'espace Cut, Edit, Fusion, Fairlight et étalonnage. Enfin vraiment dans toutes les pages, tu vas retrouver cet inspecteur. Et l'inspecteur, en fait, comme son nom l'indique, c'est là-dedans que tu vas pouvoir modifier les petits réglages, quand tu vas ajouter des presets, etc. Enfin, vraiment, la plupart des réglages que tu vas faire sur un plan, en fait, ça va se passer dans cette page inspecteur. Donc, c'est pour ça que c'est très important de maîtriser l'inspecteur, de savoir ce qu'on y fait. Alors, aujourd'hui, on va voir finalement tous les réglages que tu vas retrouver le plus souvent dans cette page-là. Après, on va pas pouvoir tout voir, puisque en fait, l'inspecteur va s'adapter en fonction des presets que tu vas utiliser. Par exemple, en fonction de telle ou telle transition, les réglages que tu vas retrouver dans l'inspecteur seront différents. Mais voilà, l'inspecteur est construit la plupart du temps de la même manière, tu vas retrouver à peu près les mêmes réglages et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Allez, on est parti sur DaVinci Resolve. Donc l'inspecteur, tu le vois en haut à droite, on a le petit onglet qui est juste là et en cliquant, on a cette page qui s'ouvre. Alors on a la possibilité, tu vois, en haut à droite, de soit faire en sorte que ça recouvre la timeline, donc ça aille juste en bas, ou sinon de faire en sorte que ça reste au niveau du visualiseur. Donc moi généralement je reste comme ça, mais pour la vidéo on va le déplier en entier. L'inspecteur, comme son nom l'indique, il va te permettre d'inspecter un élément, donc en l'occurrence un plan. Donc pour pouvoir faire en sorte de l'utiliser, il suffit de sélectionner un plan par exemple. Donc là je vais sélectionner le plan Sony qui est juste là par exemple. Et puis à partir de là, tu vois, on va avoir différents onglets. On va avoir un onglet vidéo où je peux accéder puisque il s'agit d'un fichier vidéo donc je peux y accéder. Ici, on a l'option audio et juste à côté, tu vois, c'est grisé. On va le voir un petit peu tout à l'heure comment y accéder. On a tout ce qui est effet, transition, image ou encore fichier. Et fichier, en fait, ça va te permettre d'accéder aux métadonnées en gros. Donc là, on a le codec qui a été utilisé, la fréquence d'image, la résolution. Et puis tu peux également appliquer une couleur au plan. Donc tu peux faire en sorte qu'il soit par exemple jaune, orange, etc. Tu peux le renommer ou pour pouvoir mettre des commentaires aussi. Enfin bref, vraiment tu peux faire ce que tu veux, dire quelle caméra c'est. Il s'agit des métadonnées. On va commencer par la partie vidéo. Alors tu le vois, l'inspecteur, il est fait en plusieurs rubriques que tu peux ouvrir, fermer, activer, désactiver avec le petit switch juste là. Ces rubriques-là correspondent à différents réglages. Donc transformation, on va le voir, ça va te permettre d'agir sur le zoom, la position. Ensuite, on va avoir rognage pour pouvoir cropper, enfin rogner ton image, tout ce qui est stabilisation, etc. Dans à peu près toutes les rubriques, à droite, on va retrouver ces petits éléments-là. Donc on va avoir l'option reset. Donc par exemple, si j'applique un zoom, et bien là, je peux resetter ce réglage. Hop, je reset. Ou sinon, je peux resetter toute la page entière. Donc par exemple, si j'ai plusieurs réglages qui sont appliqués dans cette page-là, et bien là, je peux cliquer juste tout en haut, là, on a le reset de toute la page transformation. Et donc là, ça va me resetter à la fois la position, le zoom, enfin tout ce qu'il y a dans cette page-là. On a également les petits points qui sont juste là. Alors ça, je te l'ai expliqué dans un précédent épisode. Il s'agit tout simplement des keyframes, des images clés. Donc par exemple, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo complète, tu vas mieux comprendre. Mais tu peux dire au logiciel, à mon point A, je veux que mon zoom il soit à tant de pourcents, à mon point B, je veux que mon zoom il soit à tant de pourcents, et puis pour tous les réglages, c'est la même chose. Euh, à mon point A, je veux telle position, à mon point B, je veux telle position. Pour activer une image clé, une keyframe, c'est très simple. Tu te rends sur le réglage que tu veux appliquer. Donc par exemple, ici, ça va être le zoom. J'appuie sur ma keyframe, hop, ça apparaît en rouge. Et puis après, je me déplace à un autre point. Par exemple, hop, on va se mettre juste là. Et puis, je vais changer mon réglage, donc par exemple le zoom. Et puis là, on peut voir déjà qu'on va avoir des flèches qui vont me permettre de me balader entre les images clés. Et dans ma timeline, sur mon plan en question, tu vois, à droite, j'ai une petite option avec une courbe et des points clés. Si je clique sur les points clés, on peut voir que j'ai bien mes deux points clés qui sont apparus. Hop, on a transformation, point A, point B. Et puis ça correspond au point clé que je viens d'ajouter. Pour pouvoir supprimer seulement un point clé et non pas tous les points clés en appuyant sur Reset directement, là, je me rends au-dessus de mon point clé. Comment savoir si je suis bien au-dessus? Quand je suis dans l'inspecteur, on peut voir que c'est en rouge. Et si je me trouve une image plus loin, on peut voir que c'est grisé. Là, je suis bien au-dessus, c'est en rouge. Je clique dessus. Et puis là, on peut voir que dans ma timeline, ça m'a enlevé seulement
le point clé que j'ai décidé d'enlever. Voilà pour ce qui est des images clés. C'est très important de maîtriser ça puisque bah, en fait les images clés c'est essentiel, tu utilises ça vraiment tout le temps. Allez, maintenant on va voir tout ce que tu vas retrouver dans l'inspecteur. Dans transformation, on va retrouver le zoom, bah, ça va te permettre typiquement de zoomer dans ton image. Et puis on peut voir qu'on a zoom Y et Z et puis entre les deux, on a une petite chaîne. Ça indique que quand on va zoomer, eh bien, ça va à la fois modifier les réglages de X et de Y. X, ça correspond à l'horizon et Y, ça correspond à la verticale. Et en fait, ils sont liés. Pourquoi? Parce que bah, si je zoome seulement sur mon X, eh bien, ça va étendre mon image puisque j'étends vraiment horizontalement, je zoome horizontalement. Et pareil pour le X, si je modifie sa valeur indépendamment, eh bien, ça va modifier, écraser ou étendre au niveau de la hauteur. C'est pour ça que ces deux valeurs sont liées pour pouvoir, bah, quand je zoome, garder le même ratio d'image. Ensuite, en dessous, on a la position X, Y. Cette fois-ci, ces réglages sont indépendants puisque bah, il peut nous arriver de déplacer notre image soit de gauche à droite ou de haut en bas. Pour resetter le réglage, encore une fois, soit j'appuie sur le petit reset, ou sinon, dans la plupart des réglages de DaVinci Resolve, quand tu double-cliques sur le réglage en question, eh bien ça reset. C'est aussi deux choses qui sont différentes. Le reset que tu as juste là et le reset quand tu double-cliques sont différents. Puisque par exemple, si tu as des images clés, par exemple ici, je mets mon image clé juste là, hop. Si j'appuie sur reset, ça va enlever mon image clé, ça va vraiment resetter tout. Alors que si je double-clique sur mon réglage, hop, tu vois que ça a reseté la position, mais ça garde toujours l'image clé qui est juste là. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Ça reset le réglage, mais ça n'enlève pas ton image clé, ta keyframe. Chose intéressante que j'avais précisé dans une précédente vidéo, ça peut être intéressant quand on touche à la position et au zoom, d'activer dans le visualiseur l'aperçu. Donc tu vois, dans le visualiseur juste là, on peut activer transformation, et puis juste là, ça va me permettre, hop, de gérer mon zoom, hop, ou de gérer ma position. Tu vois, les deux réglages par rapport à l'inspecteur et dans le viewer sont liés. Allez, on va accélérer. Après, tu vas retrouver l'angle de rotation, le point d'ancrage. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, le point d'ancrage, c'est le point clé de ton image sur lequel va se baser ton logiciel pour pouvoir faire un zoom, une rotation. Donc, démonstration, par exemple, quand je fais une rotation, on peut voir que la rotation se fait à partir du centre, le point qui est vraiment juste là. Maintenant, si je déplace mon point d'ancrage, hop, on peut voir que le point se déplace et que je le mets à droite. Maintenant, je fais la même rotation. On peut voir que la rotation va se baser, hop, sur le point d'ancrage. On peut voir que ça zoome par rapport au point d'ancrage. Le pitch pour pouvoir incliner ton image, l'inclinaison V pour pouvoir incliner ton image au niveau de l'horizon. Tu peux inverser soit horizontalement ou verticalement. Ensuite, on a cadre intelligent, ça c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité, surtout pour les réseaux sociaux. Le cadrage intelligent te permet bah, directement d'utiliser l'intelligence artificielle du logiciel pour recadrer ton image sans avoir à le faire manuellement. Donc on va se mettre tout de suite en condition, je vais te faire la démo pour te montrer comment ça marche. Je vais aller dans séquence, créer une nouvelle timeline, hop, donc là je crée ma nouvelle timeline. Utiliser les paramètres du projet, ça il faut décocher, puisque bah, sinon ça ne va pas marcher. On va aller dans format, on va cocher utiliser la résolution verticale. Donc ça, c'est vraiment pour se mettre au format réseaux sociaux pour les téléphones. Et puis résolution différente, ça c'est très important puisque sinon ça ne va pas marcher la fonctionnalité. Par défaut, on est sur mettre à l'échelle sans rogner l'image. Donc ça ne va pas rogner l'image. Et puis là, il faut faire rogner l'image avec mise à l'échelle. Très important. On fait créer. Et puis là, on est maintenant, hop, on le voit dans le viewer sur un format vertical. Je vais coller les deux plans que j'avais copiés auparavant. Pour te montrer que ça marche bien, je vais carrément me décentrer, voilà, pour faire en sorte que voilà, je ne sois pas à l'image. Et puis à partir de là, soit je le fais plan par plan, donc je sélectionne mon clip, puis là dans cadrage intelligent, je peux me mettre sur point de référence pour pouvoir vraiment indiquer au logiciel, je veux que ce sujet-là, il soit l'image. Mais voilà, le plus pratique, surtout pour les réseaux sociaux, c'est vraiment de sélectionner tous tes plans. Hop, là, on est en automatique, je fais recadrage, ça va analyser, et puis tu vas voir, ça va recadrer tout seul. Ok, c'est bon, c'est terminé. Et en fait, c'est très intéressant puisque non seulement ça a recadré mon image, mais surtout, tu vas le voir au niveau des informations de zoom et de position. Et puis surtout, tu vas le voir si je te montre toutes les keyframes qui ont été placées par le logiciel. Eh bien, en fait, le logiciel a vraiment modifié en temps réel la position de mon image pour que je sois toujours recadré. Si j'appuie sur play, eh bien, tu le vois au niveau de la position, eh bien, ça joue
en temps réel pour faire en sorte que je sois toujours bien cadré dans l'image. Ensuite, on va avoir tout ce qui est rognage, donc là, pas besoin de détailler, tu peux rogner gauche, droite, mettre des points clés, et cetera. On a surtout, adoucissement, ça c'est pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu de fondu, sur les bords. Après le zoom dynamique, ça c'est très intéressant, c'est très pratique pour les réseaux sociaux notamment, puisque ça va te permettre très rapidement de faire un zoom in ou un zoom out avec des courbes. Faire en sorte que l'arrivée ou la sortie soit amortie pour que ça soit pas brut. Donc c'est très simple à utiliser. Je coche l'option pour pouvoir l'activer et puis après dans les réglages du viewer, donc juste là, on va, se mettre sur zoom dynamique. Puis là, on peut voir qu'on a 2 cadres qui sont apparus. Un cadre rouge qui correspond à mon arrivée, donc mon out, mon point B et un cadre vert qui correspond au point, d'entrée. Donc là, en l'occurrence, on est sur un zoom out. Je commence zoomer et puis je vais dézoomer. Donc ces 2 cadres qui sont là, tu vas pouvoir les déplacer et puis surtout ajuster leur taille. Donc ça, c'est très pratique. Je modifie, mes 2 cadres. Ensuite, j'ai la possibilité, si je veux un zoom in et bien dans le réglage d'échanger. Donc là, on peut voir que les 2 cadres, hop, vont s'échanger pour faire un zoom in ou un zoom out et puis après, donc là, on est sur un zoom in et un zoom out classique. Donc dès que je vais lancer, la vidéo, ça va commencer son zoom. Sauf que, parfois c'est pas très agréable. J'ai envie que mon zoom il soit progressif ou que mon arrivée soit, bah, dégressif finalement. Donc là, directement dans les réglages du zoom dynamique, je vais me mettre soit sur amorti arrivée, amorti départ ou les 2. Donc là, je fais les 2 et en fait, ça va me faire automatiquement une courbe. C'est-à-dire que mon zoom va commencer doucement et puis il va terminer doucement. Ça, c'est très pratique. Compositing, juste là. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Le plus simple, c'est le deuxième réglage, donc opacité. Opacité, ça te permet tout simplement de gérer la transparence. Donc là, directement, si je joue sur ce réglage, on peut voir que mon image s'assombrit. Et en fait, ça gère tout simplement la transparence. Tu peux voir que là, si je mets un élément juste en dessous, eh bien, on le voit derrière. En fonction de comment je règle mon opacité, eh bien, ça va être plus ou moins transparent. Et puis le mode de fusion juste là, ça correspond en fait à comment tu veux additionner ton image. Donc par exemple, ça arrive si tu télécharges des plugins, etc., que ton image, elle ait un fond noir. J'ai téléchargé sur internet ces presets de fumée. Donc tu vois, c'est de la fumée, mais le problème c'est que c'est noir en fond. Et donc du coup, tu le vois, si je le mets dans ma timeline, eh bien, bah, la fumée ne s'ajoute pas à mon plan. Et bien justement, c'est typiquement, dans, compositing que tu vas pouvoir gérer finalement cet ajout. Et bien là, dans mode de fusion, on va se mettre sur ajouter. Il ne me reste plus qu'à partir de là de faire quelques réglages. Je peux par exemple gérer l'opacité. Puis on peut voir que quand je fais play, eh bien directement, eh bien j'ai de la fumée qui est juste là. Ça peut être très pratique par exemple aussi pour ajouter des nuages dans une scène. Après le compositing, on va retrouver, les réglages de variation de vitesse. Alors ça va te permettre, bah, typiquement de faire en sorte d'accélérer ou non ton plan, de le ralentir. Donc là, en l'occurrence, si je veux l'accélérer, eh bien directement, hop, je peux, gérer soit les réglages de la vitesse en pourcentage, soit en images par seconde. Donc là, on peut voir que, si je veux faire un accéléré fois 2 par exemple, eh bien je me mets à 200 ou sinon à 50 images par seconde puisque, bah, j'ai filmé à 25. Je peux aussi régler le sens de lecture de mon clip. Donc là, en l'occurrence, on est en avant, donc ça va lire de mon point A à mon point B comme je l'ai filmé. Mais je peux inverser, donc là directement, hop, flèche, vers la gauche et puis là, mon point B va devenir mon point A. Enfin, vraiment, ça va retourner toutes tes images pour lire à l'envers. Et puis, j'ai aussi le freeze qui est juste là. Alors, le freeze, dès que tu cliques dessus, ça va créer un cut. Et puis, tout ce que tu as après ce cut, eh bien, ça va être frisé. Ça peut être plutôt pratique, par exemple pour des tutos, bah, directement tu as envie de friser l'image, enfin voilà. En termes de stabilisation, cet onglet suivant est très intéressant, je l'utilise vraiment très, très souvent. Ça va te permettre de stabiliser tes plans et contre toute attente, ça marche vraiment super bien. Donc bah, là, il y a pas besoin de passer par 4 chemins, directement tu sélectionnes ton plan, tu cliques sur stabiliser, ça va analyser ton plan et puis à partir de là, ça va recadrer dedans, donc ça va cropper un tout petit peu quand même, et puis ça va stabiliser. Typiquement, là, je filme à main levée et ce sont des plans que j'ai stabilisés en post-prod. En fonction de comment, voilà, j'ai filmé, si ça bouge dans tous les sens et cetera, il va falloir changer de mode de stabilisation. Donc là, on est sur perspective, donc il va se baser typiquement, bah, sur les bâtiments, les arbres et cetera. Il va voir comment ça réagit et puis voilà pour stabiliser. Après, parfois ça ne marche pas très bien.
Donc à ce moment-là, tu peux essayer de passer sur d'autres modes de stabilisation comme similitude, où là, bah, il va essayer d'analyser les petits points à droite à gauche, et cetera, pour pouvoir stabiliser ton plan, ou panoramique, où là, bah, en fonction de comment ça bouge, voilà, ça va stabiliser. Tu as également d'autres réglages comme le ratio, le lissage et l'intensité, donc l'intensité de la stabilisation. Je t'invite à tester tout ça de ton côté. Correction de l'objectif, alors ça, je l'ai jamais testé pour le coup, mais voilà, ça y est et en fait, ça va te permettre de corriger la distorsion. Voilà, quand tu utilises des optiques, grand angle notamment, bah, voilà, on a une certaine distorsion. Donc là, typiquement, tu as juste à cliquer sur analyser et là, il va corriger, la distorsion. Ici, on n'est pas sur, il y a aucune distorsion, je dois être à 50 millimètres, un truc comme ça, donc il y en a pas. Mais sinon, je peux aussi, manuellement lui dire de corriger. Donc tu vois, on a un petit curseur pour corriger la distorsion. Voilà, c'est assez intéressant. Vitesse et mise à l'échelle, en fait, ça mériterait, carrément une vidéo entière sur le sujet, puisqu'en fait, ça va te permettre, de faire en sorte que ça paraisse plus, fluide à l'image, notamment quand tu fais du speed ramping. Quand tu fais du speed ramping et qu'il y a des changements de vitesse assez brutal, eh bien, parfois tu as l'impression que ça va saccader. Et donc, dans, vitesse et mise à l'échelle, en fait, ça va te permettre de faire en sorte qu'il y ait plus de flou ou même voire même il va créer des images carrément pour pouvoir, bah, voilà, faire en sorte que ça paraisse plus fluide. Ça m'arrive de l'utiliser quand je fais, parfois des plans travelling avec du speed ramping et tout ça. Par contre, attention, c'est une option qui prend beaucoup de ressources. Typiquement, alors je vais pas pouvoir te montrer toutes les options, mais pour du speed ramping, dans traitement de la vitesse, et bien là, on va se mettre sur flux optique. Voilà. Après, dans estimation du mouvement, on va se mettre sur speed warp, puisque bah, voilà, on est sur vraiment du changement de vitesse. Donc speed warping, hop, juste là. Ajustement, et bien là, ça va dépendre. Si par exemple, il te manque des images, puisque bah, par exemple, tu as filmé à 50 images par seconde, mais tu veux faire un ralenti un peu plus que x2, et bien du coup, là, il va falloir se mettre sur remplir, où là, en fait, il va créer des images pour faire en sorte que ça paraisse plus fluide. Donc voilà, tu peux te mettre sur remplir, ajuster, étirer, mais voilà, généralement je me mets sur remplir ou sur ajuster. Voilà pour ce qui est de l'onglet vidéo. Maintenant, on va passer à l'audio. Et oui, c'est pas terminé. Alors dans l'audio, ça va être assez rapide finalement. Tu vas pouvoir gérer ton volume, juste là. Alors pareil, tu retrouves les keyframes, ça c'est un principe de base. Le volume, le pan, donc le pan qui va te permettre de faire en sorte que tu entendes le son de gauche ou à droite, si tu es en stéréo. Les deux nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées il y a quelques mois, qui sont vraiment très intéressantes, ça va être Voice Isolation et Dialogue Leveler. Alors Voice Isolation, c'est uniquement pour la version studio. En revanche, Dialogue Leveler, voilà, ça sera disponible dans la version gratuite de DaVinci Resolve. Alors Voice Isolation, en fait, je l'utilise maintenant tout le temps. Comme son nom l'indique, ça va te permettre d'isoler la voix. En fait, et ça marche vraiment extrêmement bien. Il y a des tests qui sont sortis, quand tu as plein, plein, plein de bruit autour de toi, ça arrive vraiment, c'est assez impressionnant à isoler la voix et faire en sorte qu'on n'entende plus, les bruits parasites. Donc là, il y a pas besoin de faire un tuto, tu actives, la fonctionnalité et puis après tu gères, la quantité. C'est une fonctionnalité qui demande un petit peu de ressources quand même, donc voilà, si tu gères à la fois des effets, vidéo et audio, voilà, fais un petit peu attention. Tu as pas besoin de pousser les réglages à fond. Généralement, moi, je t'avoue que je me mets même, pas à plus de 15, grand maximum. Après ça dépend, bah, voilà, de l'intensité que tu as besoin d'appliquer et puis Dialogue Leveler qui est juste là, ça va te permettre de faire en sorte de normaliser les niveaux audio, sur une piste audio. Si tu as filmé plusieurs scènes avec des réglages micro différents, intérieur, extérieur, enfin voilà, le niveau audio va être différent et s'il y a plusieurs personnes qui parlent à l'image, pour une interview typiquement, eh bien, ils vont pas parler au même niveau. Et donc Dialogue Leveler permet de faire en sorte de normaliser les niveaux audio, faire en sorte que bah, voilà, tout soit à peu près au même niveau, qu'il n'y ait pas de gros décalage, de gros gaps. Et puis, tu vas pouvoir également, dans les réglages, faire en sorte de lifter les basses fréquences ou les hautes fréquences. Et gain à output, ça te permet de gérer bah, le niveau audio final en sortie. Comment ça s'utilise? Eh bien, c'est très simple. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais sélectionner, une fois que j'ai terminé mon montage, toute ma piste 1, puisque toute ma piste 1 correspond au dialogue. Et donc là, je sélectionne tout ça. Donc là, je sélectionne tout ça, de préférence juste l'audio. Je fais clic droit, nouveau plan composé. Là, je peux le renommer audio dialogue leveler, par exemple. Et puis, je vais aller dans l'inspecteur et puis cocher dialogue leveler.
hop, et puis à partir de là, ça y est, en fait, ça va vraiment, normaliser mon niveau audio. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que tu ne le vois pas via la forme d'onde, donc quand tu auras coché Dialog Leveler et bien ta forme d'onde, tu le vois juste là, elle n'aura pas changé. On peut voir qu'on a toujours des gaps entre, hem, les niveaux. En revanche, voilà, à l'écoute, ça sera totalement normalisé, ça sera bien. Et deuxième chose à savoir, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui demande des ressources. Donc dans l'espace montage, c'est vraiment difficile de faire du montage comme ça, puisque en fait ça va pas lire en direct. Ça tu vas le voir, teste-le, tu vas avoir des gaps et cetera. Pour faire en sorte que ça lise correctement quand tu appliques des effets comme ça, vraiment reste dans Fairlight. Dans Fairlight, tu auras aucun problème, ça va lire en direct, comparé à l'espace editing où là, tu vas avoir parfois des décalages. Le pitch, il te permet de faire en sorte que ta voix soit plus aiguë ou plus grave, comme si tu l'accélérais ou la ralentissais. Pour faire simple, tu vas avoir 2 réglages, le demi-ton où là, ça va être très agressif Et comme on n'a réglage. qu'une seule molette personnalisable. Moi, je l'utilise pour l'obturateur. Et puis après, Voilà, ou sinon tu vas avoir, le deuxième réglage qui va te permettre de faire en sorte que tu sois beaucoup plus précis. Voilà, ça va être beaucoup moins prononcé. L'equalizer, alors l'equalizer, il est très intéressant. L'equalizer, qu'est-ce que c'est? Ça mériterait en fait une vidéo, tout entière, mais pour t'expliquer, très rapidement, ça va te permettre en gros de modeler ton audio. Tu vas pouvoir, faire en sorte d'accentuer ou de diminuer certaines fréquences. Donc par exemple, parfois il y a des fréquences que capte ton micro, mais tu as pas envie que, au retour, en monitoring, on l'entende. Donc tu vas pouvoir faire en sorte de supprimer, de mute ces fréquences-là. Et donc, tu vas avoir ici, on est sur un equalizer à 4 bandes. Donc tu vois, on a bande 1, bande 2, bande 3, bande 4. Les bandes, en fait, c'est tout simplement des petits points que tu vas pouvoir ajuster. Donc voilà, tu vas avoir, 4 positions de réglage, si je pourrais vulgariser la chose. Après, voilà, on va pas passer, longtemps dessus, ça mériterait une vidéo entière. On en a presque terminé avec l'inspecteur. Maintenant, voyons voir vite fait avec les transitions. Donc par exemple, quand tu appliques une transition, je sais pas moi, je prends n'importe quoi, je la mets juste là et quand je clique dessus dans l'inspecteur, on va avoir différents réglages. Donc là, cette fois-ci, on est dans l'onglet transition juste là et puis tu vas pouvoir, gérer la durée de la transition. C'est exactement comme si tu trimais, directement dans la timeline, mais là, tu peux le faire très précisément et généralement, quand tu vas avoir une transition avec beaucoup de réglages et bien, c'est ici que tu vas pouvoir ajuster. Par exemple, sur celle-ci, je sais même pas ce que j'ai ajouté. Tu vas pouvoir ajuster la saturation, les hautes lumières et cetera. Maintenant, avec un titre cette fois-ci, donc là, pareil, on va prendre n'importe quoi, par exemple ça. Et bien là, on peut voir qu'on est dans vidéo et on va avoir 2 onglets. On va avoir l'onglet titre, donc c'est ici que tu vas pouvoir écrire, n'importe quoi et tu vas pouvoir, gérer directement la police, le tracking, donc ça, c'est l'écartement entre les lettres, interligne et cetera. Enfin, ça, c'est exactement comme, dans tous les logiciels d'édition. Tu vas avoir plus ou moins de réglages en fonction de ce titre-là et puis après, tu as également paramètres où là, en fait, c'est exactement ce qu'on retrouvait, tout à l'heure. Tu vas pouvoir, gérer le zoom, la position, enfin, comme tout à l'heure. Et bien voilà pour l'inspecteur, je pense qu'on a fait le tour, c'était assez complet. Après, il y a deux trois petites fonctionnalités spécifiques qui mériteraient vraiment une vidéo approfondie, typiquement l'equalizer et tout ce qui est vitesse et mise à l'échelle pour tout ce qui est speed warp et tout ça. Je vais également faire une vidéo pour la stabilisation, les différentes techniques de stabilisation parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Enfin voilà. Et si tu as besoin de tutos particuliers, n'hésite pas dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo dessus. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Ça me soutient vraiment, surtout pour ce genre de tutos qui mettent beaucoup de temps à organiser. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, regarde-moi cet objectif, comment il est monstrueux. Le 150-600 était déjà juste hyper imposant et ouf. Mais alors là, en termes de possibilités, c'est encore plus incroyable. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on teste le nouveau 6600. Alors je dis le nouveau puisque c'est vrai qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Alors il faut bien comprendre qu'il s'agit bien